Ok, du coup, tout le monde est là, on peut commencer. Bon, je pense que oui. Ouais, c'est bon. Ouais. Ok. Alors, bon, j'ai essayé de vous faire des ED pas trop durs. C'était vraiment pour s'entraîner. J'ai pas mis énormément de questions de cours parce que ben, je voulais que ben, vous compreniez bien les fonctionnements des ED, tout ça. Donc, bon, on va commencer à la correction. Et si jamais vous avez des questions ou quoi, surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Si jamais je vais trop vite sur certains trucs. N'hésitez pas à me le dire, quoi. Donc là, le premier ED, donc c'était sur une protéine comme ça. Donc ça, vous allez le voir souvent. Donc c'est assez facile une fois qu'on a compris comment ça marche. Donc la question 1, c'était donc à propos de cette protéine, MFN2. Est-ce qu'elle est N-glycosylée? Donc la réponse, je vais vous dire d'abord les réponses à la question. Donc la question 1, les réponses, c'était juste la D. Donc la A, elle est fausse parce que pour les glycosylations, en fait, il faut regarder le poids. Donc là, on voit que le poids théorique, il est égal au poids observé in vivo. Donc elle n'a pas subi en fait de modification post-traductionnelle. Donc elle n'a pas de glycosylation. Donc la 1A était fausse. Ensuite, elle est passée par le système, enfin, par le RE. Donc ça, c'était faux aussi parce que on nous dit en fait que c'est une protéine qui est mitochondriale et dans votre cours, vous verrez que les protéines, enfin moi, vous l'avez vu même, les protéines mitochondriales, elles ont une synthèse qui se fait uniquement dans le cytosol. Donc les protéines qui vont passer par le RE, ça va être des protéines qui vont être excrétées ou celles qui sont transmembranaires ou alors qui sont à destination du RE ou du Golgi, enfin tout ce qui est système endomembranaire, quoi. Donc ça, c'était une question de cours. Elle est oglycosylée, ben ça c'est comme la A, c'est faux parce qu'on voit que le poids il est identique et aussi on n'a pas de site putatif de oglycosylation. La D, elle était vraie parce que ben, du coup, vu que c'est dans la mitochondrie, elle a un signal d'adressage mitochondrial. Et ce signal est porté par les 21 acides aminés N-terminaux. Donc ça, c'est faux aussi. Donc ça, c'est une question un peu dure et c'est une question de cours. En fait, dans votre cours sur la mitochondrie, vous avez un moment, un petit schéma dans le polype BioC où il y a deux signaux d'adressage à la mitochondrie, un qui se trouve en N-terminal et qui va être clivé, et un autre qui se trouve vers le C-terminal, mais pas vraiment C-terminal, et qui lui n'est pas clivé. Et donc là, vu que le poids théorique il est de 86 kDa et enfin, on voit que le poids il n'a pas diminué entre le poids théorique et le poids in vivo, ça veut dire qu'elle n'a pas été délétée la protéine n'a pas été clivée. Donc ça, ce n'est pas le signal qui se trouve en N-terminal puisque celui-ci est clivé. Donc c'est une question de cours un peu difficile, je le reconnais. Mais vraiment pour les ED, si vous connaissez très bien le cours, ça vous aide beaucoup. Parce que des fois, c'est des questions, ça va porter sur l'ED, mais ça va être des choses que vous avez déjà vues en cours. Et du coup, ça va vachement vous aider de connaître vos cours. Donc pour la 2, les réponses, c'était A, D, E. Donc la A, elle est vraie, puisque en présence de protéines ASCA, on voit apparaître deux nouveaux fragments de 69 et de 13 kDa. Donc là, on voit donc, ben, c'est les fragments qui sont là. 1, 605, ça fait 69 et 647, 757, ça fait 13 kDa. Donc on voit que la protéine elle va être coupée ici, puisque là, on a disparition du 86 et apparition du 69 et du 13. Donc là, on voit le 86 en présence de protéine NK, ça diminue. Et on a les deux nouveaux fragments ici qui augmentent. Du coup, c'est vrai. Elle est clivée à plusieurs sites spécifiques par la protéine ASCA. Donc ça, c'est faux parce qu'on voit apparaître seulement deux nouveaux fragments. Donc ça veut dire que la protéine, elle coupe uniquement ici la protéine ASCA. Parce que si elle coupait là et là, on aurait des fragments de ce poids moléculaire-là, celui-là, celui-là. Là, vu qu'on n'a que ce fragment-là et que ce fragment-là, bah forcément, la protéine, elle coupe ici. Donc elle coupe à un seul endroit. Et MFN2 est localisé dans la matrice mitochondriale. Donc là, c'est faux, puisque la protéine ASCA, elle est uniquement cytosolique.
Du coup, vu qu'elle est uniquement dans le cytosol, elle peut couper ce qui se trouve dans le cytosol ou des choses qui sont transmembranaires. Mais du coup, si MFN2 était dans la matrice de la mitochondrie, il ne pourrait pas être clivé par la protéine ASCA. Du coup, c'est faux. Présente 2 domaines transmembranaires. Donc ça, c'est vrai, puisque elle a 2 domaines de 20 acides aminés hydrophobes qui n'ont pas été clivés. Donc généralement, quand vous avez des domaines comme ça de 20 acides aminés transmembranaires, si le poids n'a pas changé entre les deux, donc que ce domaine transmembranaire n'a pas, enfin, ce domaine hydrophobe, pardon, n'a pas été clivé, très souvent, ça va être un domaine transmembranaire. Et pour la E, du coup, est associée à la membrane externe de la mitochondrie. Donc ça, c'était vrai, et c'est pour ça qu'elle va avoir une partie cytosolique qui peut être clivée par la protéine ASCA, parce que sinon, elle ne pourrait pas l'être si elle était dans la matrice ou dans la membrane interne de la mitochondrie même, puisque la protéine ASCA est uniquement cytosolique. Donc, pour la question 3, la protéine ASCA clive uniquement la partie cytosolique de la protéine. Donc, ça, c'est vrai. Donc, attends, pour la 3, les réponses, c'est AD. Donc, c'est vrai, puisque, comme je viens de le dire, la protéine ASCA, elle est présente uniquement dans le cytosol. Le domaine C-terminal de MFN2 est localisé dans le cytosol. Donc, ça, c'est faux, puisque vu que la protéine ASCA, elle coupe, en fait, la protéine ASCA, on a vu qu'elle coupait ici et que la protéine ASCA était cytosolique. Donc, elle va couper la partie cytosolique de la protéine. Donc, si on sait que cette partie-là, entre les 2 domaines transmembranaires, elle est cytosolique, forcément, cette partie-là et cette partie-là, elles vont être à l'intérieur de la mitochondrie. Je ne sais pas si vous voyez le schéma du coup, que ça donne de la protéine, mais en gros, tout ça, ça va être dans le cytosol, pardon, dans la mitochondrie. Là, ça va traverser la membrane. Cette partie-là, elle est cytosolique. On retraverse la membrane de la mitochondrie et on revient dans la mitochondrie. Donc ça, il y a souvent des questions comme ça. Il faut arriver à se visualiser la protéine dans la membrane. Du coup, là, vu qu'on savait que la protéine ASCA était cytosolique et qu'elle coupait ici, ben forcément, cette partie était cytosolique. Donc, on en déduit que celle-là et celle-là, elles sont du coup dans la mitochondrie. Donc, la B et la C, elles étaient fausses. Donc, la partie de la protéine située entre les 2 domaines hydrophobes est localisée dans le cytosol. Donc, ça, c'était vrai, puisque c'est la partie clivée par la protéine ASCA. Et le domaine GTP-asique est localisé dans le cytosol. Mais ça, du coup, c'est faux parce que il se trouve avant le domaine hydrophobe. Du coup, il est dans la mitochondrie. Donc ensuite, là, on avait des expériences qui permettaient de savoir quelle partie de la protéine permettait l'adressage à la mitochondrie. Donc on avait là, ici, la protéine entière et là, des protéines tronquées avec leur localisation. Donc, on nous demande si les plasmides... Donc, réponse 4, c'était... Oui. Une question pour revenir à la 3C, juste, s'il te plaît, c'est un peu de temps. Oui. Pourquoi le N, il n'est pas dans le cytosol, le N terminal? Parce qu'elle a 2 domaines transmembranaires. Ça veut dire qu'elle traverse 2 fois la membrane de la mitochondrie. Donc, la première fois, en fait... On compte pas le signal... oui, pardon, ok. Voilà, la première fois, elle traverse une fois, elle sort, et ensuite, elle retraverse, elle rentre. Ah oui, j'avais compté le signal d'adressage au tout début, là. Comment? Moi, j'avais compté le signal d'adressage au tout début. Ah, ok, non, ça, c'est juste, du coup, un signal d'adressage. C'est pas Ouais, merci. un domaine transmembranaire. Ils nous disent pas, en fait, que c'est hydrophobe, cette partie-là. Ils nous disent juste signal d'adressage à la mitochondrie. Ils précisent pas du tout si c'est hydrophobe ou pas, ou si ça va pouvoir traverser la membrane. Ok, merci. Alors, du coup, les plasmides sont... Donc, les réponses, c'était A, B, C, D, E. Donc, les plasmides sont transcrits en ARNM. Donc, ça, c'est vrai, puisque au départ, on a
des plasmides contenant des séquences nucléotidiques. Et à la fin, on a un anticorps qui reconnaît les protéines. Donc les anticorps, ça ne reconnaît que les protéines. Donc forcément, si on est passé d'une séquence nucléotidique à une protéine, ça veut dire que les plasmides ont été transcrits en ARN, puis en protéines. Donc A et B étaient vrais. L'antigène MYC ne modifie pas l'adressage de MFN2, donc ça c'est vrai, puisque sinon l'expérience elle aurait plus. Ça fausserait l'expérience en fait, ça n'aurait pas de sens de mettre un antigène qui modifierait l'adressage. La protéine entière est localisée dans la mitochondrie. Donc ça c'est vrai ce qu'on avait avec l'expérience d'avant, donc qu'elle traverse les membranes des mitochondries, tout ça, qu'elle la traverse 2 fois. Donc ça c'était par rapport à l'expérience d'avant. La protéine tronquée 592-757 est localisée dans la mitochondrie, donc c'est celle-là, 592-757, et on voit qu'elle est bien localisée dans la mitochondrie, donc c'était vrai. Ensuite, pour la 5, les réponses c'était BDE. Donc la A, le domaine 1,21 est indispensable à l'adressage de la protéine dans la mitochondrie. Donc c'est faux, puisqu'on voit des protéines qui ne l'ont pas et qui sont quand même dans la mitochondrie. Celle-ci, par exemple, elle n'a pas le domaine 1,21 et elle est quand même dans la mitochondrie, donc on voit qu'en fait qu'il n'est pas indispensable. Donc la prédiction bioinformatique concernant le signal d'adressage n'est pas vérifiée. Du coup, c'est vrai, puisque un signal d'adressage, c'est censé être indispensable pour l'adressage de la protéine à la mitochondrie. Et là, on voit que la protéine, elle ne l'a pas, et pourtant, elle est dans la mitochondrie. Donc, on voit qu'ils se sont trompés, en fait, que la prédiction, elle n'est pas vérifiée. Le signal de MFN2 est constitué par le domaine GT-basique. Donc là, on voit que le domaine GT-basique, ici, il est manquant, et pourtant, la protéine est quand même dans la mitochondrie. Donc, c'est faux. Les derniers acides aminés de la protéine sont indispensables pour son adressage à la mitochondrie. Donc là, c'est vrai, puisque on voit que toutes les protéines qui sont dans la mitochondrie, elles l'ont. Donc, on voit que c'est indispensable. Enfin, non, attendez. Si, ça, c'est vrai. Le domaine 1,591 n'intervient pas dans l'adressage de MFN2 à la mitochondrie. Donc ça, c'est vrai, puisque pareil, on voit des protéines qui ne l'ont pas et qui sont quand même dans la mitochondrie. Voilà. Donc ça, c'était juste de la lecture de schéma, quoi. Oups. Donc ça va pour le premier ED, c'était pas trop dur. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Non, ça va, mais juste j'ai une question, mais du tout début. Comment on sait que la protéinase K, elle coupe en 605 et, entre 605 et 647? ok. Alors en fait, il faut regarder ce petit Western blot ici, puisque on voit en fait que il y a des quand le 86 disparaît, donc il disparaît puisqu'il est clivé, et on voit l'apparition de 69 et de 13. Et du coup, Ah oui, d'accord, c'est bon, j'ai voilà, compris. les fragments Le qui sont trait ici. théorique. Ok. On voit ici 69 entre 1 et 605 et 13 kilodalton entre 747 et 557. Ok, Donc, c'est vu bon, qu'il j'ai y a compris. deux nouveaux fragments qui... Merci. Voilà. Ok, du coup, on peut passer à l'ED numéro 2. Donc là, c'était sur le carcinome à petites cellules. Donc là, la première question, c'était juste une lecture de tableau. Donc la fibronectine est un constituant... Les réponses, pardon, j'oublie tout le temps. Les réponses, c'était A, B, D, E. Donc la fibronectine est un constituant normal de la mecque du poumon sain. Donc on voit que oui, puisque poumon sain, on a de la fibronectine. La laminine est présente uniquement dans la lame basale en conditions physiologiques. Donc déjà, on voit que oui, elle est dans la lame basale. Et en plus, dans nos cours, on nous dit que la laminine, c'est un composant spécifique de la lame basale. Là, c'était une question, tu vois, si on avait... si on connaissait nos cours, ça pouvait nous aider à répondre aux questions. La ténacine est un constituant normal de la mecque du poumon sain. Donc on voit que c'est faux, parce que dans le poumon sain, on n'a pas de ténacine. Le collagène 4 est spécifique de la lame basale.
Donc là, pareil, c'était une question, on le voit dans le cours, et aussi on en a uniquement dans la lame basale. Donc c'était vrai. Et les cellules de CPC synthétisent une MEC anormale. C'est vrai, puisqu'ils synthétisent une MEC qui contient de la ténacine et qui n'est pas présent à l'état physiologique. Donc maintenant, on va analyser l'adhésion des cellules. Donc, le calcium est indispensable à l'adhésion des CPC à la lame basale. Donc, les réponses à la question 7, c'était B, C, E. La A, elle est fausse parce qu'on voit qu'en absence de calcium, on a quand même des CPC qui adhèrent à la lame basale. Donc, on a quand même des pourcentages d'adhésion, donc c'est pas nul. Donc, le calcium n'est pas indispensable. Mais donc la B est vraie, le calcium, il favorise l'adhésion des CPC à la lame basale. On voit que les pourcentages passent à 100%, ça s'est amélioré. Les CPC utilisent des intégrines pour se fixer à la lame basale. Donc ça, c'était vrai, puisque quand on bloque les sous-unités β1 des intégrines, on voit que l'adhérence, elle diminue. Du coup, si l'adhérence diminue quand on bloque les intégrines, c'est bien que des intégrines sont utilisées pour l'adhérence. Les sous-unités β1 des intégrines sont indispensables à l'adhésion des CPC à la lame basale. Donc ça, c'était faux, puisque en présence d'anticorps qui bloquent les sous-unités β1 des intégrines, on observe quand même une adhérence. Donc l'adhérence, elle est diminuée, mais elle est quand même là. Donc les sous-unités β1 des intégrines, elles ne sont pas non plus indispensables à l'adhésion des CPC. Et l'absence de calcium et de la sous-unité β1 ont le même effet sur l'adhésion des CPC à la lame basale. Donc ça, c'est vrai, on voit que c'est les mêmes pourcentages. Voilà. Quand on n'a pas de calcium et quand on bloque les β1 des intégrines. Donc, le D numéro 2, donc, il était assez court, c'était vraiment de la lecture de tableau. Tout le monde a compris ou vous avez des questions? Non, mais Ok. Bon, du coup, je passe au troisième. Donc là, pareil, vous voyez, on a encore une protéine. Donc ça revient souvent, hein, les protéines. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est assez simple. Donc la désadérine, on voit que son poids théorique, elle, donc il a été augmenté. On voit qu'elle a des sites de glycosylation, 2 domaines de 20 acides aminés hydrophobes. Donc, question 8, les réponses c'était B, D, E. Donc, la A, elle est fausse, puisque elle ne peut pas être N-glycosylée, parce qu'elle n'a pas de site consensus de N-glycosylation, tout simplement. Donc là, il fallait faire attention, on voyait qu'il y a une augmentation du poids, mais du coup, c'est pas dû à la N-glycosylation, c'est dû à la O-glycosylation, parce que du coup, elle a des sites consensus, elle en a 20 de sites consensus de O-glycosylation. Possède un pont disulfure, donc ça c'est faux. Donc en fait, pour avoir un pont disulfure, il nous faut au minimum 2 cystéines. Donc là, on avait une seule cystéine, donc on ne pouvait pas avoir de pont disulfure. Suit le flux vectoriel membranaire et permanent. C'est vrai, puisque elle possède, donc là on ne sait pas encore forcément, mais elle possède un petit signal et un autre domaine transmembranaire. Et les protéines qui possèdent un domaine transmembranaire ou un peptide signal, elles vont passer par le RE en fait et être adressées du coup à la membrane. Et du coup, elles vont suivre le flux vectoriel membranaire et permanent. Donc, il y a 2 types en fait de signal d'adressage au réticulum endoplasmique. Ça va être les peptides signal et les domaines transmembranaires. Donc ça, c'était une question de cours. Donc, et transmembranaire, c'est vrai puisque elle a des domaines de 20 acides aminés hydrophobes. j'ai une question. Oui. Ça correspond à quoi, du coup, le 3 et le 4 qu'on voit avec la flèche? Je sais pas exactement, je ne peux pas pencher sur ça. Alors attends.
C'est pas les résidus de cystéine, pardon. Et du coup, pour moi, la C était juste parce que du coup, on avait 3 cystéines. Enfin, on aurait pu avoir un pontisulfure, quoi. C'est vrai que du coup, on peut avoir un pontisulfure. Mais attends, peut-être. Je pense que c'est cytosolique, il n'y a pas de pontisulfure. Hein. Oui, Mais là, c'est pas cytosolique, là. il faut regarder si elle est. Ben là, elle est transmembranaire. Mais du coup. Mais du coup, le premier domaine, il est extracellulaire et le deuxième, il est cytosolique. Ben non, on a oglycosylation, c'est l'inverse, non? Ouais, les oglycosylations, ça se fait uniquement dans le cytosol. Ouais. Donc, normalement, on pourrait avoir un pontisulfure, du coup. Ça ne se fait pas dans le cytosol, les glycosylations, les transmembranaires. Ça se fait dans le matrice extracellulaire. Non, c'est les N et les C glycosylations qui sont en extracellulaire, mais les O glycosylations, ils sont dans le cytosol. Non, non, non. Il n'y en a que 3 de glycosylation dans le cytosol. Comment? Il n'y en a que 3 des O-glycosylations dans le cytosol. Mais dans le cytosol, on peut avoir des O glycosylations. Oui, mais tu n'as que 3 et tout en cours. Comment ça que 3? Il n'y a que 3 protéines genre, qui sont O-glycosylées. Mais Et il te dit aussi que les O-glycosylations, c'est dans les protéines transmembranaires, c'est que sur le versant extracellulaire. Ben, ça peut se faire aussi, mais là, la O, c'est forcément dans le cytosol, là, quand on voit ça dans le schéma. c'est vrai que les glycosylations sur les protéines transmembranaires, c'est pas sur la partie cytosolique. C'est vrai. Bon, bah du coup, je me suis trompée sur cet item. Bah, comptez-vous le point du coup, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout fait attention à ce qui était là. Mais c'est bien que vous l'ayez remarqué. Bon, du coup, mettez-vous le point. Je suis désolée pour cette item avec les points de sulfure. Bon, du coup, pour les autres questions, comptez comme si qu'il n'y avait pas cela, quoi. Bon, du coup, on fait la suite, hein, là, comptez-vous le point. Pour la question 9, les réponses, c'était CD. Donc c'était avec le tableau qui était là. Donc, la réponse A, les fibroblastes témoins des souris expriment eucadérine. Donc, c'était faux. On voit que au niveau des eucadérines, il y a 0 protéines, 0 ARNM, donc elles ne sont pas exprimées dans les fibroblastes témoins. La disadérine est exprimée par les fibroblastes en conditions physiologiques. Donc ça aussi, c'était faux, puisque pareil, pas de disadérine. Les fibroblastes transfectés par les plasmides vides lors de la première transfection sont identiques aux fibroblastes témoins. Donc ça, c'était vrai, puisque en fait, quand on transfecte un plasmide vide, en fait, on n'apporte rien de plus à la protéine. Donc c'est pareil que le témoin, juste on lui a transfecté rien, un plasmide vide. Et on voit que du coup les résultats sont les mêmes, hein, entre les deux, donc ils sont identiques. Les protéines eucadérines permettent l'agrégation des cellules. Donc ça, c'est vrai, puisqu'on voit que quand on a des eucadérines, on a une agrégation cellulaire. Et aussi, si vous connaissez votre cours, vous savez que les cadérines, ça permet de faire les liaisons entre les cellules. Et les ARNM de eucadérine permettent l'agrégation des cellules. Donc ça, c'était faux, puisque on voit là, quand on a des ARNM, on n'a pas d'agrégation des cellules. Donc c'est vraiment les protéines et pas les ARNM qui permettent l'agrégation des cellules. Donc c'est l'ARNM, une fois qu'il va être traduit en protéines, qui va permettre l'agrégation. Mais l'ARNM en lui-même, il peut pas permettre l'agrégation des cellules. Et pour la 10, les réponses, c'était ACDE.
Donc là, A, les fibroblastes transfectés par le plasmide vide lors de la deuxième transfection sont identiques aux fibroblastes transfectés avec eukadérine. Donc ça, c'était vrai. C'était la question pareille. Là, on transfecte un plasmide vide, donc on n'apporte rien de plus à la cellule. Donc, et on voit que les résultats sont les mêmes, parce que de toute façon, on ne lui a rien apporté de plus. Du coup, voilà. La B, elle était fausse. La disadérine permet l'agrégation des cellules. Donc, au contraire, on voit que quand on rajoute de la disadérine, on n'a plus d'agrégation cellulaire. La présence de disadérine diminue la quantité de protéines eukadérine. Donc ça, c'est vrai, puisque quand on rajoute la disadérine, on voit qu'on passe de 100 à une protéine. Donc ça diminue largement la quantité de protéines. La présence de disadérine empêche sûrement la traduction des ARNM en eukadérine, des ARNM des ARNM de eukadérine en protéines. Donc ça, c'est vrai, puisqu'on voit que la quantité d'ARNM, elle n'a pas diminué, c'est uniquement la quantité de protéines. Donc c'est sûrement que la disadérine, elle empêche la traduction des ARNM en protéines. Si on avait une diminution des ARNM, alors là, ce serait plus... ce serait un phénomène qui arriverait avant du coup de la transcription des ARNM, mais là, vu qu'on voit qu'il y a 100% toujours, et par contre une seule protéine, ben, ça agit sûrement au niveau de la traduction. Et la présence de disadérine dans les cellules cancéreuses permet d'augmenter leur migration, c'était vrai, parce que ça augmente leur migration en fait en diminuant l'agrégation des cellules, puisque justement en diminuant leur adhérence, ben, ça va leur permettre d'être plus mobiles. Et du coup, c'est pour ça qu'on en retrouve dans les cellules cancéreuses, en fait, puisque c'est des cellules qui ont tendance à être très mobiles, et notamment dû à la présence de disadérine. Voilà pour ces questions-là, c'était pas très difficile, il fallait lire le tableau. J'espère que vous avez compris. Je suis désolée pour du coup la question 8 qui est un peu foireuse. Euh, Sinon, pour tout le reste, j'espère que vous avez bien réussi. Et comme vous voyez, connaître vos cours, ça peut vachement vous aider à répondre aux ED. Donc, c'est toujours des points de gagner, quoi. Et si vous avez des questions sur ces ED-là ou sur d'autres ED, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Du coup, vous n'avez pas de questions. Là, tout était clair à part la question 8. Oui, merci. Ouais, c'est bon. Ok, bon, du coup, je vous laisse avec votre prochaine correction. Et, et puis, bon courage, hein, bon travail. Merci. Merci.